Quand on veut réaliser une cause, il faut d'abord avoir un outil. Nous restons nous-mêmes, nous venons avec nos particularités. Il y a eu à ce moment-là le penseur sur la place Tiananmen. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà. Aujourd'hui, nous avons deux invités exceptionnels, deux personnalités qu'on a rarement l'occasion de réunir ici pour parler de la conservation du patrimoine culturel. Voilà, deux personnalités, elles sont Sophie Macario. Voilà. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes présidente du Musée national des arts asiatiques, musée Guimet, que tous les Chinois le connaissent, évidemment. Et mon autre invitée, c'est Madame Catherine Chauvillot. Bonjour. Bonjour, Madame. Vous êtes directrice du musée Rodin. C'est aussi un musée fréquenté très souvent par les touristes chinois. Voilà, tous les deux sont venus en Chine pour participer au premier forum culturel franco-chinois. La route de la soie, chemin vers l'autre. Malgré que vous êtes très connue, il faut vous rappeler un tout petit peu votre carrière. Madame Catherine Chauvillot, vous êtes spécialiste de la sculpture du XIXe siècle et vous avez été directrice adjointe du musée de Grenoble et puis conservatrice en chef du patrimoine en charge de sculpture au musée d'Orsay. Musée d'Orsay aussi, c'est un musée que tous les touristes chinois veulent visiter. Il est très connu aussi. Et maintenant, vous êtes directrice du musée Rodin. Voilà. Et Madame Sophie Macario, vous êtes aussi une conservatrice du patrimoine français. Et vous êtes diplômée de Langzhou, donc vous parlez une langue orientale. L'arabe classique, oui. Voilà, l'arabe classique. Et vous avez été directrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre, un musée que tous les touristes à Paris ne voulaient absolument pas manquer. Et vous êtes spécialiste de ce domaine et aujourd'hui vous êtes présidente du Musée national des arts asiatiques, Guimet. Voilà, bonjour à tous les deux et vous êtes bienvenus. Nous allons regarder tous ensemble un petit reportage sur vous-même. Née en 1961, Catherine Chauvillot est une spécialiste reconnue de la sculpture du XIXe siècle. Après un DEA d'histoire de l'art moderne, elle intègre l'École nationale du patrimoine pour devenir conservatrice à Grenoble. Elle entre au musée d'Orsay en 1990, où elle devient conservatrice en chef du patrimoine en charge des sculptures du musée. En 2012, elle devient directrice du musée Rodin à Paris. Diplômée de l'École du Louvre, Sophie Macario suit des études d'arabe classique à l'Institut national des langues et civilisations orientales et obtient également un DEA d'histoire. Sophie Macario intègre ensuite l'École du patrimoine, puis travaille à partir de 1994 comme conservateur au département des antiquités orientales du musée du Louvre. Elle est la directrice du département des arts de l'islam du musée de 2009 à 2013. En août 2013, elle est nommée présidente du musée Guimet, le musée national des arts asiatiques. Aujourd'hui, vous êtes en Chine. Vous venez pour participer au premier forum culturel franco-chinois. Ma première question à tous les deux, alors quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et voilà, qu'en pensez-vous de ce premier forum? Ce premier forum, il est le prolongement de choses qui ont commencé à se nouer au moment du 50e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises. Il y a juste 2 ans maintenant. Voilà. Et donc, au musée Guimet, on avait eu la chance d'accueillir une sorte de presque de répétition un petit peu de
forum, Oui, voilà, avec une exposition. Exactement, une conférence aussi sur le thème de la route de la soie. Donc ce forum culturel franco-chinois, la route de la soie, un chemin vers l'autre, c'est l'occasion pour beaucoup de professionnels, de personnalités du monde de la culture, en France comme en Chine, de dialoguer et de tracer ensemble des perspectives. Dans deux conférences déjà qui ont été données, objet de discussion. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les discours d'inauguration, le Premier ministre Raffarin et votre président Cheng Chu ont beaucoup parlé de sensibilité commune. Et ça rejoint quelque chose que j'ai éprouvé tout de suite la première fois que je suis venue en Chine. C'est un voyage que j'appréhendais beaucoup. C'est combien de fois Ça doit faire la 4e fois que je viens. Et je me suis sentie tout de suite très bien et très en phase avec les gens que je rencontrais. Et je pense qu'au-delà des différences de culture, on sent de part et d'autre d'abord un grand respect pour la civilisation de l'autre et une grande curiosité aussi d'arriver à comprendre une mentalité qui n'est pas la nôtre. On ne regarde pas quand on est français et chinois de la même manière. Comment un Chinois voit une œuvre occidentale, comment nous voyons une œuvre chinoise. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous apprendre mutuellement. La première édition du Forum culturel sino-français, consacrée cette année à la route culturelle de la soie, s'est tenue fin mai dans la capitale chinoise Beijing. Les nombreux invités ont profité du forum pour partager leurs expériences culturelles respectives. Lors du forum, les invités ont discuté de mécénat culturel, du développement durable de la ville, de l'éducation artistique et sa transmission. La variété des thèmes abordés permet aux deux pays de mieux se comprendre, de partager leur savoir-faire et de créer des opportunités de coopération autour de la nouvelle route de la soie, initiative lancée en septembre 2013 par le président chinois Xi Jinping. En fait, à travers cette idée de route, il y a l'idée de marcher vers l'autre et marcher vers soi-même en même temps. Et c'est cette idée de route, d'aller vers, qui compte tellement pour les échanges culturels. La plupart des difficultés que nous rencontrons entre nos pays sont des problèmes de compréhension, qui mènent souvent à des problèmes de confiance. Parfois, il suffit d'un pas vers l'autre, que je fasse un pas vers vous, que vous fassiez un pas vers moi, et on va regarder la situation de manière différente. Et ça, c'est la culture qui permet ça. Le forum est appelé à se tenir alternativement en Chine et en France. C'est la ville de Lyon qui prendra le relais l'année prochaine et sera chargée d'organiser le forum. Musée Rodin, c'est un musée que la plupart des Chinois, je crois, cultivés, le connaissent parce que nous avons déjà apparemment 2 expositions des sculptures de Rodin. Oui, il y a eu une toute première exposition en 1993. C'était, je crois, une des toutes premières expositions d'art occidental à Pékin. Il y a eu à ce moment-là le penseur sur la place Tiananmen. Oui. Et puis nous avons fait une grande exposition dans l'année du cinquantenaire, en 2014, au Musée national de Chine. Donc ça a été pour moi une première occasion d'avoir des contacts avec des collègues, d'organiser quelque chose ensemble. Et j'espère que c'est le début de quelque chose. Et Musée Rodin était fermé pendant plusieurs années pour la rénovation, pour restructurer, refaire. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit « Quand on veut réaliser une cause, il faut d'abord avoir un outil. » Le musée, c'est l'outil de la conservation de patrimoine. Alors, comment vous avez fait Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'était aussi non seulement de restaurer le bâtiment, mais aussi de donner peut-être une vision plus actualisée de Rodin. Ce qui est fascinant avec Rodin, c'est qu'à chaque génération, les personnes ont regardé cet artiste et y ont trouvé quelque chose de nouveau. Et c'est le propre des grands artistes de permettre cela. Encore aujourd'hui, on trouve du nouveau chez Michel-Ange. Encore aujourd'hui, on trouve du nouveau chez Rodin.
Il y a encore On découvre toujours des choses Voilà. qu'on ne connaît pas. qu'on n'a pas vu de la même manière parce que nos yeux changent et nous ne voyons pas la même chose qu'il y a 100 ans. Et c'est cette capacité des grands artistes qui est tout à fait surprenante, qui me fait dire que à chaque fois qu'on met Rodin dans un nouveau contexte, eh bien, on y découvre quelque chose de nouveau. Donc, comment nous avons fait? Nous avons bien sûr traité le bâtiment, mais nous avons aussi, avec toute l'équipe, capitalisé en quelque sorte sur 30 ans de recherche pour mettre en avant peut-être de nouvelles œuvres, de nouveaux thèmes qui permettent de voir des aspects peu connus de Rodin. Par exemple, dans le musée aujourd'hui, on voit, et ça peut surprendre, alors beaucoup de plâtres qu'on ne voyait pas avant parce que nous avons voulu donner à voir tout le processus de création de Rodin. Voyons aussi... percer le secret de la création artistique. C'est ça. Et puis nous avons aussi sorti un certain nombre d'objets de sa collection d'antiques. Et Rodin, c'est quelqu'un qui collectionnait frénétiquement, puisque la collection compte aujourd'hui 6500 antiques. Alors antiquités grecques, romaines, égyptiennes, mais aussi asiatiques. Il y a un petit fonds asiatique assez intéressant, des pièces japonaises, chinoises. Et donc il y a une salle dans laquelle nous évoquons cette collection, et non seulement cette collection, mais les rapports qu'il y a entre la création de Rodin et cet intérêt pour l'Antiquité. D'accord. La collection de Rodin, y compris des objets d'art asiatiques. Justement, asiatiques, je retourne vers vous, Madame Sophie Macariou. Musée Guimet, c'est justement un musée d'objets d'art asiatiques oriental. Quels sont les intérêts portés sur nous les Asiatiques, par des Européens? Qu'est-ce que les objets d'art chinois ou orientaux peuvent inspirer les Français? Le musée qui a une collection tout à fait impressionnante et peut-être le seul musée d'art asiatique dans le monde, un des en Europe, le plus grand musée d'art asiatique en Europe, mais un des 2-3 grands musées d'art asiatique dans le monde. Mais c'est le seul qui couvre probablement une aire géographique aussi large, qui va de l'Afghanistan bouddhique jusqu'au Japon. Il y a des cas de figures extrêmement différents, des pays que la France a connus il y a déjà très longtemps. C'est le cas de la Chine et du Japon, un peu moins de l'Inde. Et par exemple, pour la Chine, nous avons des collections très anciennes, des pièces qui sont arrivées en France déjà au XVIe siècle. On vient de faire rentrer... Il y a 20 000 pièces, c'est ça? Il y a 20 000 pièces rien que pour la Chine. Ah oui. Il y a 80 000 œuvres dans le musée. Mais pour la Chine, par exemple, il y a des choses très très anciennes qui sont arrivées il y a très très longtemps dans les collections, puis des choses évidemment qui sont arrivées plus récemment. Pour le Japon, il y a par exemple la collection de laques japonaises de Marie-Antoinette. Donc il y a un goût très ancien pour les arts de la Chine et du Japon en Europe. L'Inde est venue un peu plus tard, mais on a quand même aussi collectionné des œuvres indiennes, soit des objets de pierre dure, des textiles, c'est surtout les choses que l'on a connues. Et puis après, il y a tout ce qu'on découvre au XIXe siècle, par le biais aussi à la fois de l'expansion européenne, mais aussi de l'expansion de la recherche, parce qu'on oublie de dire que ce mouvement d'expansion coloniale, c'est aussi un mouvement d'ouverture intellectuelle, c'est-à-dire c'est la découverte de domaines nouveaux. Après qu'on se soit intéressé à la Chine, dès le XVIIe siècle, on traduit Confucius en latin. Oui. Je me plais à rappeler que quand Voltaire est mort, il avait un portrait de Confucius accroché au-dessus de son bureau. Ah bon? On s'intéresse assez rapidement aux œuvres indiennes, et puis petit à petit, tout le reste va venir s'ajouter, et le monde devient beaucoup plus grand, en fait, pour les Occidentaux. Ou plus petit, hein, ça dépend de quel... Voilà, en tout cas, c'est une façon de se rapprocher du monde, de le comprendre, à la fois d'interroger ce qui est très différent de soi, et aussi de chercher des exemples. Alors, l'exemple le plus facile peut-être à comprendre, c'est justement le système des concours dont on est issu, parce qu'on a passé un concours pour entrer dans l'administration, et on dit que le système des concours, à juste titre, est venu de Chine. Hein, cet exemple est venu de Chine. Donc le fait d'avoir très vite traduit Confucius, de s'être intéressé à l'exemplarité de la culture chinoise, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la France. Et la France est allée chercher partout
Et ça fait partie aussi de sa culture des Lumières, cette ouverture qu'il a portée à regarder tout le monde avec énormément de curiosité et d'intérêt. Le musée Rodin, lorsqu'il est rénové, c'est financé par l'État. Non, c'est financé en grande partie par le musée lui-même, parce que le musée a été fondé par Rodin lui-même, avec une condition particulière. Il donnait toutes ses œuvres, son domaine, ses droits, etc., à condition que l'État achète le bâtiment et le transforme en musée. Et il donnait également ses droits d'auteur, ce qui fait que le musée continue d'avoir la mission de diffuser des éditions originales de bronze. Et c'est ce qui fait vivre le musée en autonomie. Il n'y a pas de subvention de l'État pour le fonctionnement. Dans le testament de Rodin, l'État devait en revanche payer tout l'entretien du bâtiment, ce qu'il n'a pas toujours fait. Et là, pour notre récente campagne de travaux, l'État a tout de même payé la moitié. Donc c'était un budget de 16 millions d'euros et nous avons apporté, grâce à ces éditions originales de bronze, 8 millions. C'est une contradiction assez forte, c'est que si on veut diffuser les objets d'art, conserver le patrimoine national, il faut avoir beaucoup d'argent. Et si on veut autofinancer, il faut augmenter le billet d'entrée. Ça empêche la visite. Non, au contraire, nous avons fait le choix en réouvrant de n'augmenter que très peu le billet d'entrée. Nous sommes passés de 9 euros à 10 euros. Donc vous voyez, ce n'est pas une grosse augmentation. Nous restons en fait un des musées le moins chers de Paris. Mais c'est évidemment ce don de Rodin de ses droits d'auteur et cette capacité à éditer ces bronzes originaux qui nous permettent de continuer à vivre en autonomie. Donc c'est un exemple comment autofinancer la conservation. Un exemple assez rare, mais c'est un exemple qui fonctionne. Et l'autre obstacle qui empêche la conservation du patrimoine mondial, c'est la guerre. Bien sûr. Et justement, on ne peut pas éviter la guerre. C'est dommage, mais vous voyez, vous avez parlé de Proche-Orient. La guerre a détruit pratiquement tout le patrimoine dans ces pays. Alors oui, on est dans une situation au Proche-Orient très particulière. Dieu sait que c'est une région qui a connu beaucoup de crises dans son histoire, mais c'est la première fois que le patrimoine est pris absolument pour cible. C'est-à-dire que le patrimoine n'est pas une victime collatérale de la guerre. Pour la première fois, c'est une cible de la guerre. C'est-à-dire que quand les islamistes détruisent le musée de Mossoul, détruisent tous les sites de l'Empire assyrien dans les environs de Mossoul, il a une cible. Ce n'est pas par accident que c'est détruit. C'est vraiment absolument volontaire avec la poursuite de la destruction de la mémoire de peuples déjà disparus. Et ça, c'est aussi nouveau. Ils ont détruit le sculpture de bouddhisme, non? Bien sûr, il y a eu, le premier épisode extrêmement marquant, et je pense qu'on n'y a pas tout à fait prêté, évidemment, l'attention qu'il fallait y prêter. C'était en mars 2001, la destruction des Bouddhas de Bamiyan, qui pour moi a été un événement, qui était un cataclysme énorme. Et si on se souvient de la répétition, l'image, c'était l'effondrement des deux grands Bouddhas de la falaise de Bamiyan. Et on peut dire que d'une certaine façon, il préfigurait aussi l'effondrement quelques mois plus tard des deux tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. Donc il y a un lien très fort entre ces deux événements et il ne faut pas minorer ça. Ce qu'on oublie aussi, peut-être trop, c'est que les talibans, quand ils sont entrés à Kaboul, ont détruit méthodiquement les œuvres du musée. Et par chance, il y a aussi des œuvres du Gandhara conservées dans les musées d'Occident, donc par chance, et à Tokyo par exemple. Par chance, il y a une mémoire conservée et beaucoup de documentation. Toute la documentation de la délégation archéologique française en Afghanistan est conservée au musée Guimet et c'est une source très précieuse pour reconstituer des choses. Il y a eu un énorme travail de restauration, mais il faudra faire la même chose au Proche-Orient et tout ne sera pas sauvable. Donc on est dans un moment extrêmement difficile où à la fois les sites du Proche-Orient ancien, des grands sites chrétiens comme le site de la basilique de Saint-Siméon le Stylite dans le nord de la Syrie, mais aussi des grands sites de la période islamique comme le tombeau de Younous à Mossoul,
sont réduits à l'état de gravats et les bibliothèques brûlées. Donc les dommages sont absolument énormes. Oui, vous avez tout à l'heure aussi mentionné que rien que pour les objets chinois, vous avez déjà 20 000 pièces. Et à ma connaissance, vous avez une bibliothèque aussi, vous avez conservé beaucoup de documents par écrit, non seulement avec la langue européenne, mais aussi langue de différentes autres langues orientales, y compris la langue chinoise. Alors, je voudrais vous poser cette question, c'est que ces archives en langue orientale, est-ce que sur ce chemin, il y a une coopération à espérer entre vous et nous, entre la France et la Chine? Alors, d'abord, la coopération, elle existe déjà. Aussi, un rappel historique, l'école orientale française est la plus vieille école orientaliste au monde. Comment on dit en français? La sinologie. Sinologie, voilà. Mais ça n'est pas était inventée par la France. Oui, ça n'est pas vrai que pour le chinois. C'est-à-dire que la France est le pays en Europe qui s'est doté dès le XVIe siècle d'une structure d'enseignement des langues orientales. Au début, c'était d'ailleurs en particulier pour le monde islamique. On apprenait le turc, l'arabe et le persan. Et c'est une création royale. C'est un décret de François Ier. C'est très important. Et puis, on a élargi les missions de cette école, qui est l'ancêtre lointain de l'école dont je suis sortie, l'école des langues orientales, enfin l'Institut des langues orientales, et on l'a étendue à toutes les langues dont on avait besoin. Donc, le vietnamien, le chinois, le japonais, le sanskrit, etc. Donc il y a une tradition orientaliste, une tradition d'études philologiques extrêmement ancienne et développée en France, et ça a nourri la recherche historique, la recherche archéologique et aussi la recherche philologique. Il y a une abondante tradition de traduction de textes. Et puis, il y a aussi ce souci de partager les données, donc avec une couverture photographique des collections, une mise en ligne. Par exemple, toute la bibliothèque est accessible. Nous recevons énormément de chercheurs. Nous faisons énormément d'éditions avec des chercheurs. Par exemple, on vient de publier le dernier volume des documents CICIA qui sont conservés au musée. Donc il y a beaucoup de publications. Constamment, nous publions, et nous publions aussi beaucoup avec nos collègues étrangers. Et Madame Chevillot, vous avez dit souvent que Rodin était compris partout dans le monde. Et vous avez même mentionné qu'il y a déjà des musées Rodin ailleurs qu'en France. Alors quand un musée Rodin en Chine? Ah, mais quand les Chinois le voudront. Bon, alors d'après vous, comment les Chinois comprennent Rodin? Alors, ce que je dis, ce n'est pas que toutes les civilisations comprenaient Rodin, c'est que Rodin ne laissait indifférent aucune civilisation. C'est pas tout à fait la même chose. Et je pense qu'il a cette capacité à susciter les sensibilités très diverses. Parce qu'il y a ce langage du corps humain, parce qu'il y a cette expression des passions, etc. Quand il fait raconter l'amour, je crois que tout le monde comprend, effectivement. L'intérêt des Chinois commence à se manifester pour Rodin. Vous l'avez dit vous-même, nous avons de plus en plus de touristes qui viennent voir notre musée. Nous avons commencé du coup à faire l'effort, par exemple, de traduire notre site internet en chinois. Ah, d'accord. Déjà, cet été, nous allons mettre en service un audio-guide en chinois pour les touristes chinois. Un premier bronze original est entré en Chine l'année dernière. Nous avons mis en vente, dans une vente publique à Londres, un grand bronze de 2 mètres de haut, qui était la première édition d'un nouveau sujet qui n'avait jamais été tiré en bronze auparavant. Et c'est un Chinois qui l'a acheté. Ah bon? Donc, vous révélez son nom? Je ne le connais pas. Ah d'accord. Je sais seulement que l'œuvre est partie à Shanghai. Et donc, il y a déjà un bronze original et sans doute, là, cet intérêt va continuer de croître. Mais ce sera dommage que ce soit conservé d'un salon privé. Il vaut mieux peut-être coopérer avec les Chinois de faire un musée Rodin pour le public. Mais bien sûr, rien ne pourrait me faire plus plaisir. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait non pas de faire un musée Rodin lambda, mais vraiment de le construire avec des collègues chinois qui pourraient réfléchir à comment eux voient Rodin,
qu'est-ce qu'il souhaiterait mettre en évidence chez Rodin en Chine pour parler aux Chinois. Quand on veut réaliser une cause, il faut d'abord avoir un outil. Nous restons nous-mêmes, nous venons avec nos particularités. Il y a eu à ce moment-là le penseur sur la place Tiananmen. C'est une question pour vous deux. Hein. C'est l'un pour nous faire comprendre la sculpture française, l'autre pour faire comprendre aux Français l'art oriental. Est-ce que le chemin de se comprendre mutuellement, quels sont les autres obstacles? Est-ce que comprendre l'autre, c'est possible dans un monde comme aujourd'hui? Alors moi j'ajouterais que le Musée national des arts asiatiques, Guimet, a un rôle particulier. Il n'y a pas de musée en Chine où on puisse voir tous les arts de l'Asie. C'est très intéressant par exemple de voir les visiteurs chinois du musée, parce qu'ils vont voir les collections chinoises, mais ils ne vont pas voir que les collections chinoises. Et c'est le seul endroit où je dirais on peut passer si facilement à un même étage de la Chine, au Japon, à la Corée, redescendre, voir la Thaïlande, l'Arc Khmer. Il faut savoir que les visiteurs chinois sont les visiteurs les plus nombreux sur le site d'Angkor. Donc il y a un énorme intérêt pour la collection Khmer du musée, qui est la plus grande collection au monde après la collection du musée de Phnom Penh. Et par exemple, les cartels et tous les textes de salles des collections Khmer que nous allons réaménager seront traduits aussi en chinois. Donc, c'est un outil aussi fait pour les Asiatiques et tout le monde d'ailleurs de passage à Paris. Et moi je dirais que ce n'est pas seulement les Chinois qui vont nous apprendre à mieux comprendre l'art chinois, bien sûr c'est très important, mais peut-être que les Chinois nous aideront aussi à découvrir quelque chose de nouveau chez Rodin. Et c'est certainement valable dans l'autre sens aussi. Nous pouvons apprendre de l'autre quelque chose sur nous-mêmes. Et ça, je crois que voilà, ce n'est pas seulement dans un sens. Je suis persuadée que un historien de l'art chinois ou un collègue chinois me fera découvrir quelque chose chez Rodin que je ne connais pas. Et peut-être que je lui ferai voir quelque chose sur la sculpture chinoise que lui n'avait pas vu. En fait, un objet d'art, la dernière personne qui le finisse, c'est le visiteur. Oui. C'est ça, tout à fait. Bon. Et ce forum, le premier forum franco-chinoise, c'est la route de la soie, le chemin vers l'autre, mais aussi ce chemin vers soi-même. D'après vous, ce premier forum a atteint son objectif ou pas? Mais je crois déjà que ça nous donne envie d'entendre la suite, donc c'est important. Je pense que ça crée, pour être plus sérieux, une communauté de réflexion. C'est extrêmement important. Je souscris tout à fait à ce que dit Catherine, c'est-à-dire que en venant en Chine, bien sûr, on perçoit des différences, mais on est aussi frappé, je dirais, du terrain de rencontres extraordinaires qui s'offre à nous, aux uns et aux autres, de l'envie d'échanger, qui ne veut pas dire l'envie de devenir pareil que l'autre, parce que ce qui est fondamental, c'est que nous restons nous-mêmes, nous venons avec nos particularités, et riche de tout ça, nous inventons des choses à faire ensemble. Et je crois qu'il y a pour les professionnels chinois et français, à travers ce forum, un terrain d'expérimentation, d'invention de projets, de partage de bonnes pratiques professionnelles qui est extraordinaire. Et puis j'ajouterais que chemin vers l'autre, chemin vers soi, certes, mais ça fait apparaître aussi des chemins communs, des projets communs. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne se connaît jamais mieux que quand on chemine ensemble. Voilà. Bon, un chemin vers l'autre, un chemin vers soi et le chemin commun. Voilà. Bon, voilà, c'est ainsi se termine notre émission. Merci beaucoup, merci tous les deux. Merci. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième forum culturel franco-chinoise. Et j'espère que vous revenez en Chine et on refait une interview. Très volontiers. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.